La relation thérapeutique en médecine et en psychothérapie, Michel Delbrück, collection Carrefour des psychothérapies, édition Debock. Chapitre 3, la relation de soins. La relation de soins semble donc être une relation privilégiée entre deux êtres, le patient et le soignant. Cette relation n'aurait-elle de sens qu'en termes de lien ? Pour ce qui nous concerne, la notion de lien représente une composante majeure dans les processus de guérison médicale et de changement psychothérapeutique. Ce postulat de base ne fait sans doute pas l'unanimité dans le corps médical. Existe-t-il un lien entre les deux protagonistes du soin ? Faut-il qu'il y en ait un ? En quoi est-ce utile ? Pour Judith Dupont, psychanalyste, si l'analyste ne s'investit pas d'une façon authentique, je pense qu'il peut comprendre beaucoup de choses concernant son patient, mais je me demande s'il peut vraiment l'aider. Peu à peu, notamment avec Ferenczi, c'est devenu une psychologie à deux personnes, où il s'agissait d'établir une relation avec le patient. Une relation donc où les deux protagonistes sont et se savent impliqués et travaillent avec cette implication mutuelle autant, sinon plus, qu'avec leur connaissance théorique. Il me semble qu'au cours de la pratique analytique, la théorie ne peut servir que dans la mesure où elle est totalement assimilée et fonctionne comme un quasi-réflexe. Un réflexe comme celui du conducteur d'une voiture qui ne se répète pas constamment le code de la route, mais le respecte sans y penser. Nous pourrions tenir les mêmes propos en médecine organique. L'apprentissage de la relation soignant-soigné ne peut se faire que lentement et progressivement. Pour Lucien Israël, il faut que le médecin parvienne à se débarrasser de la carapace de ses habitudes et de ses rites professionnels. Son armure protectrice aveugle, sous prétexte de le protéger contre les situations angoissantes, finit par le protéger du malade lui-même, qui est ainsi traité en ennemi. Ce n'est qu'au prix d'une souplesse, de son aptitude à entendre, dans une sorte de spontanéité, que la relation soignant-soigné va s'établir. La maladie iatrogène représente cette maladie provoquée en partie par des actes médicaux ou psychothérapeutiques intempestifs, eux-mêmes conséquence d'une incompréhension dans la relation soignant-soigné. Nous allons explorer ensemble cette relation à travers toute une série de concepts. Nous verrons que la constance du lien, de la personne du thérapeute, de sa physionomie, de la durée, vont influer sur la relation. Le cadre temps de consultation, la durée, le respect du matériel, de la personne, des mots, du vocabulaire, le ton choisi, resteront des outils de sécurité et de cadrage indispensables à la construction, sinon à la reconstruction de la relation. En effet, cadrer n'est pas imposer. Recadrer ne signifie pas se fâcher ou être despote. Conseiller, avoir autorité, ne signifie pas imposer unilatéralement. Souvent, les personnes croient qu'on leur impose quelque chose alors que seule la réalité des faits s'impose à elles. Poser des limites à leurs désirs peut consister à le leur faire comprendre. Ceci pourrait sembler plus constructif. Le chapitre 8 envisagera spécifiquement cette notion de cadre. Grant 1. Compétences en médecine et en psychothérapie. La prise en charge de nos patients requiert divers types de compétences. Outre les compétences affectives et réflexives, utiles dans un lien thérapeutique, nous aurons tout d'abord à différencier la relation clinicien-patient de la relation thérapeutique. La première compétence a lieu lors des premiers contacts
et fait appel à la compétence diagnostique, tandis que la seconde n'apparaît que dans un contexte de prise en charge à plus long terme en faisant appel à une compétence thérapeutique. Nous tenterons de définir les valeurs prédictives de la qualité de cette compétence thérapeutique, tant en médecine qu'en psychothérapie. 1.1 La compétence affective et réflexive. Dans l'hypothèse d'un lien entre le soignant et le soigné, il va de soi que le soignant doit posséder une compétence affective. Il doit être capable d'aborder, tant chez lui que chez son patient, un large registre d'affects d'une intensité modérée. Il est donc indispensable qu'il ait acquis une suffisante solidité émotionnelle et affective qui lui permettra d'affronter et de prendre en charge des situations parfois très chargées émotionnellement. Nous verrons que cette compétence affective est faite de présence et d'expression manifestée dans un langage verbal, une expression faciale et une posture corporelle. 2+. Une compétence réflexive est indispensable pour aider le soignant à gérer la composante affective et émotionnelle. L'aller-retour entre l'aspect émotionnel et l'aspect cognitif permet au soignant de gérer au mieux les situations dans lesquelles il va être plongé. Des connaissances cliniques acquises en stage et en formation et des connaissances livresques lui seront indispensables pour relier la situation présente à des concepts, des hypothèses diagnostiques et des pistes de traitement. Les critères de choix des candidats en médecine, en général, ne se fondent pas sur les compétences affectives, mais trop souvent et uniquement sur leurs performances intellectuelles. Dans le domaine de la psychothérapie, ces critères sont fondamentaux et les formateurs en tiennent de plus en plus compte afin d'éviter d'engager des candidats présentant de trop gros troubles de la personnalité. Donc les formateurs en tiennent de plus en plus compte afin d'éviter d'engager des candidats présentant de gros troubles de la personnalité. 1.2 La compétence diagnostique. Cette compétence diagnostique comporte divers éléments, comme la capacité d'analyser finement la demande du patient, une stratégie d'intervention adaptée aux exigences de la situation clinique plutôt qu'aux ressources propres du thérapeute, la capacité de diagnostiquer un trouble mental majeur, comme une psychose, une personnalité schizotypique, des troubles bipolaires, etc., ou de suspecter une pathologie mentale d'origine organique, démence, tumeur cérébrale, pathologie thyroïdienne, etc. La capacité de dépister les urgences, comme les états suicidaires, les pulsions meurtrières, etc., ou la capacité d'appréhender de manière multi-axiale la complexité biopsychosociale des affections mentales et organiques. Donc la compétence diagnostique, donc capacité d'analyse de la demande du patient, stratégie d'intervention adaptée aux diverses situations, capacité de diagnostic, capacité à suspecter une pathologie mentale d'origine organique et capacité de dépister les urgences. Et capacité d'appréhender de manière multi-axiale la complexité biopsychosociale des affections mentales et organiques. Alors là, on a un petit tableau selon le modèle biopsychosocial. Donc au niveau social, on a l'environnement et les conditions socio-économiques. Au niveau psychologique, on a le fonctionnement psychologique propre, les émotions. Et au niveau biologique, on a la biochimie, la génétique et les neurotransmetteurs. Donc tout ça, ça s'inclut dans une personne. Le social, le biologique et le psychologique. Dans une approche moderne, il va de soi que
tant le médecin que le psychothérapeute et le psychanalyste doivent intégrer d'emblée cette approche biopsychosociale. Il a été prouvé que des facteurs originaires de ces trois champs pouvaient influencer, sinon altérer, la santé physique et mentale du patient. Il devient donc éthique pour tous les soignants de débuter leur approche par un questionnement large afin d'éliminer une pathologie qui ne soit pas de leur champ ou de leur compétence. Un devoir de réserve s'impose donc d'emblée avant de foncer tête baissée vers des hypothèses diagnostiques que chacun connaît et possède bien dans son domaine, en n'en ayant pas imaginé dans d'autres champs de compétences. Un esprit de collaboration et d'interaction avec les collègues des autres champs nous paraît indispensable pour la bonne santé du patient. 1.2.1 Compétences diagnostiques en médecine. La formation du médecin prend actuellement de 9 à 14 ans. Pendant toutes ces années, le médecin va apprendre les maladies et la manière de les traiter. Ce qui manque parfois est la manière d'écouter et de gérer la relation avec le patient. En bref, voici la séquence des étapes d'une prise en charge en médecine. Au chapitre 6, nous verrons comment faire pratiquement sur le terrain et comment se préparer à cette relation médecin-malade. Donc, les étapes de la prise en charge en médecine: capacité d'écoute de la plainte, capacité d'anamnèse ouverte et dirigée, capacité d'examen clinique approprié, capacité d'élaborer un diagnostic différentiel, capacité d'établir un diagnostic le plus précis possible, capacité d'expliquer et de transmettre au patient, capacité d'élaborer un plan de traitement de manière contractuelle avec le patient. Nous pouvons décliner différents modèles de diagnostic au sein de la relation soignant-soigné, notamment en nous basant sur l'approche de Balin et de Balin. Donc il y a deux Balin. Il y a Balin M et Balin E, mais je ne connais pas les prénoms. Donc, selon E Balin et M Balin, il y a différents modèles de diagnostic. Donc, petit a, diagnostic classique. Le terme diagnostic est dérivé du verbe grec diagnosken, qui signifie distinguer, discerner, et signifie détermination de la nature d'un état morbide ou identification d'une maladie. Cette démarche est essentiellement centrée sur la maladie. Le médecin se sert de questionnaires et d'une anamnèse dirigée qui pourrait parfois paraître inquisitrice. Petit b, diagnostic d'ensemble ou global. Le diagnostic d'ensemble fournit, dira M. Balin, une vue d'ensemble de l'état physique et affectif du patient, comme dans ses rapports avec lui-même et avec autrui, y inclut son médecin. Nous remarquons ici l'équivalent d'une approche multi-axiale et d'un modèle biopsychosocial. Ce type de diagnostic est plus centré sur le patient et pas uniquement sur l'affection, les symptômes ou la maladie. Une anamnèse ouverte sur ces autres aspects environnementaux du patient évite une labellisation et un enfermement de celui-ci. Il permet d'élargir des pistes de traitement plus variées, de se baser sur les vraies demandes du patient. Des hypothèses diagnostiques peuvent alors plus aisément être proposées par le soignant. Les traitements et les réponses données risquent d'être plus personnalisés, plus appropriés et plus ajustés. Nous pouvons imaginer que l'adhésion thérapeutique, entre parenthèses compliance ou adhérence en anglais, sera meilleure. Donc nous pouvons imaginer que l'adhésion thérapeutique sera meilleure. Petit c, diagnostic interrelationnel. Enid Balin, voilà, maintenant on sait ce que c'est que le E, c'est Enid Balin,
définit le diagnostic interrelationnel lorsque le médecin et le patient se trouvent intimement impliqués dans le processus diagnostique et dans son issue. Les deux protagonistes du soin parlent d'un flash, entre guillemets, et travaillent dans le sens d'un focus amené par le patient. Petit d, diagnostic autogène. Le diagnostic autogène est un terme de M. Ballin pour désigner la situation dans laquelle le médecin est utilisé entre guillemets par son patient, sans pour autant céder aux vœux du patient, mais où il accepte que, entre guillemets, dans le commerce médecin-malade, fermez les guillemets, l'objectif focal clinique soit donné par le consultant. Il s'agit encore ici d'une approche centrée sur le patient. Petite e, diagnostic iatrogène. Dans le cas du diagnostic iatrogène, le diagnostic est posé selon la vision univoque du médecin. 1.2.2 Compétences diagnostiques en psychothérapie. À ce niveau, toutes les écoles de psychothérapie et de psychanalyse ne font pas l'unanimité quant à la question du diagnostic. Et pourtant, même si traditionnellement la question de l'établissement du diagnostic est réservée au corps médical, il nous semble que le psychologue, le psychothérapeute et le psychanalyste formés peuvent et doivent être capables d'émettre des hypothèses diagnostiques. Leurs compétences en matière de psychodiagnostic, de psychopathologie et de psychopharmacologie sont indispensables et font actuellement partie des compétences exigées pour la reconnaissance du titre et de l'exercice de la psychothérapie et de la psychologie. Nous revisiterons ces aspects au chapitre 7, traitant de relations thérapeutiques en psychothérapie. 1.3 La compétence d'évaluation. L'évaluation de sa pratique professionnelle reste un des éléments fondamentaux de la qualité de la prise en charge des patients. Le médecin, comme le psychothérapeute, se doit au départ d'avoir reçu une solide formation théorique ainsi que des stages cliniques où il aura été confronté avec la réalité des pathologies organiques et psychiques qu'il a étudiées. Cependant, il se doit de poursuivre une formation continue, des supervisions de cas cliniques, des séminaires théorico-cliniques, des lectures et des compléments de formation tout au long de sa carrière professionnelle. L'évaluation régulière de son travail clinique peut se faire en supervision et par le partage entre pairs des difficultés rencontrées. Le psychothérapeute a notamment un double rôle, à la fois celui de participant dans la relation et celui d'auto-observateur de la relation qu'il maintient avec son patient. Il doit donc posséder ce que Fonagy appelle la capacité d'auto-évaluation métacognitive et méta-émotionnelle. 1.4 La compétence thérapeutique. Les compétences thérapeutiques en médecine et en psychothérapie sont très spécifiques et ne font pas l'objet de cet ouvrage. Néanmoins, nous avons repris pour la médecine et pour la psychothérapie quelques points qui nous paraissent essentiels. 1.4.1 Compétences thérapeutiques en médecine. Alors, 3 petits tirets. Premièrement, capacité de choix d'une thérapeutique médicamenteuse ou autre, la mieux adaptée et la moins nocive pour le patient. Ensuite, capacité d'expliquer de manière claire, précise et suffisamment pragmatique le type de thérapeutique au patient, de manière à obtenir une adhésion thérapeutique optimale. Ensuite, une capacité d'établir avec son patient un contrat moral à propos du traitement qui aborde une série d'items, donc à savoir, donc on va faire la liste des items. Modalité de la posologie, dosage, fréquence, moment de la prise par rapport au repas, etc.
compréhension du patient à vérifier compte tenu de son état physique et mental, ainsi que de son degré d'autonomie. Durée du traitement. Entre parenthèses, point particulièrement important pour les thérapeutiques cardiaques, les traitements contre le cancer, les psychotropes, etc. Prévenir des effets secondaires éventuels et attitudes à tenir. Vérifier les contre-indications médicamenteuses et autres. Et dernier item, vérifier les interactions médicamenteuses. 1.4.2 Compétences thérapeutiques en psychothérapie. Gilles Delisle tente de regrouper dans un de ses articles les variables prédictrices du succès relatif d'une psychothérapie. Il décrit une corrélation modérée mais stable entre qualité de la relation thérapeutique et succès de la thérapie. La relation thérapeutique est formée de 3 composantes principales qui en modulent la qualité. Alors, ces 3 composantes principales qui modulent la qualité de la relation thérapeutique sont l'alliance coopérative, la résonance empathique, l'affirmation mutuelle. D'autres facteurs de compétence résident dans... Alors là, on a une énumération. Donc d'autres facteurs de compétence résident dans la compréhension exprimée par le thérapeute de l'expérience du patient, l'accord du patient quant à la lecture que fait le thérapeute de son expérience, la perception par le patient de la nature consensuelle de la relation, la conscience du thérapeute de sa propre contribution au processus transférentiel, la fonction réparatrice de la relation réelle du patient avec son thérapeute au-delà des aspects transférentiels, et enfin le consensus thérapeutique défini comme une création de la dyade fondée sur un effort explicite et mutuel en vue de définir les éléments de l'expérience consciente et inconsciente du patient et du thérapeute. 1.5 Type de relation d'intervention. Que ce soit en situation médicale ou en situation psychothérapeutique, 3 types de relations d'intervention sont à concevoir. Une relation de contention pour les urgences, une relation d'évaluation pour poser un prédiagnostic et orienter le patient, et enfin une relation thérapeutique pour démarrer le traitement. 1.5.1 Relation de contention. La relation de contention réside dans le fait de pouvoir contenir une situation d'urgence maximale lorsque les capacités d'autodirection et de maîtrise du patient sont minimalisées du fait de son état physique et ou psychique. Il peut s'agir d'agir suicidaire, ou de situations d'hétéroagression lorsqu'il y a un risque pour l'intégrité physique et ou psychique du patient, et nous pourrions ajouter lorsqu'il y a un risque pour le soignant. Le thérapeute médecin ou psychothérapeute assure et prend des décisions concrètes, rapides et efficaces en rapport direct avec la situation d'urgence. 1.5.2 Relation d'évaluation. Dans certains cas, le médecin ou le psychothérapeute sont consultés afin d'obtenir un avis et une réorientation possible vers une consultation spécialisée. Cette relation d'évaluation peut survenir au service d'urgence médicale pour une affection cardiaque, digestive, neurologique ou autre, ou bien pour un problème psychologique spécifique comme un trouble alimentaire, le diagnostic d'un trouble bipolaire, le traitement de troubles obsessionnels compulsifs. Ce précieux temps d'évaluation va permettre d'exclure une cause organique, selon l'axe 1 de la composante multi-axiale du DSM-5. Donc ce précieux temps d'évaluation va permettre d'exclure une cause organique, un état psychotique aigu ou chronique,
un trouble de la personnalité antisociale, selon l'axe 2, ou un trouble de la personnalité schizotypique, selon l'axe 2 également. Le soignant veillera à ce que le patient comprenne qu'il s'agit d'une consultation d'évaluation et de réorientation en s'assurant qu'il dispose de suffisamment de ressources psychologiques minimales, comme des capacités d'auto-observation, d'abstraction et de remise en question suffisantes pour entamer une psychothérapie. 1.5.3 Relation thérapeutique. Dans tout autre cas, la relation sera dite relation thérapeutique. L'anamnèse, l'examen clinique ou psychique, l'établissement du diagnostic et d'un plan de traitement seront alors envisagés avec accord des deux parties, le patient et son thérapeute médecin ou psychothérapeute. 1.6 La question de l'autorité et de la gestion de soi et de l'autre. Pour assurer la prise en charge de patients, que ce soit en médecine ou en psychothérapie, le soignant doit pouvoir assurer un certain type d'autorité afin d'être crédible et efficace. Cependant, cette autorité peut se décliner sous différentes formes, en parallèle avec l'estime de soi et la force du moi du soignant. Nos patients ont en effet besoin de trouver en face d'eux des soignants compétents, mais investis d'une autorité rassurante. Peter Tate décrit 3 branches de l'autorité, 3 branches à l'autorité. L'autorité sapientale, l'autorité découlant de la morale et l'autorité découlant de la charismatique. 1.6.1 Autorité sapientale. L'autorité sapientale se fonde sur le savoir, les compétences et l'habileté des médecins et des psychothérapeutes. Ils sont supposés, donc les médecins et les psychothérapeutes sont supposés en savoir plus en médecine et en psychothérapie, car ils ont fait de longues études et se sont parfois spécialisés dans un domaine particulier. Par ailleurs, il faut se rendre compte que leur savoir et leur autorité est limitée au domaine de leurs compétences particulières. 1.6.2 Autorité morale. L'autorité morale s'apparente à la notion de pouvoir, c'est-à-dire à la capacité de se gérer et de gérer d'autres personnes que soi. La société a donné à ses médecins et psychothérapeutes une reconnaissance de leur statut et elle attend en retour qu'ils effectuent leurs devoirs. Les serments d'Hippocrate et autres viennent appuyer cette autorité et ses engagements moraux. Il est donc du devoir de ces soignants d'en être dignes à titre individuel et collectif. 1.6.3 Autorité charismatique. L'autorité charismatique est un peu particulière. Étymologiquement, elle signifierait une autorité conférée par la grâce divine, entre guillemets. Donc une autorité, entre guillemets, conférée par la grâce divine. Nous sommes assez proches ici de la magie. Cela vient du temps où médecine et religion étaient mêlées. Il pourrait être désagréable, sinon dangereux, de laisser se développer ce type d'autorité dans laquelle le soignant a une aura et par laquelle il croit que ce qu'il dit est la vérité. La dérive vers des approches sectaires ou toutes puissantes est à craindre dans ce cadre. Nous pouvons imaginer que, selon le contexte, le type de personnalité du patient, son degré d'information, de conscience, et selon le type de personnalité du soignant ainsi que de son éthique, nous puissions concevoir un mouvement ou une alternance entre ces 3 types d'autorité. Donc nous pouvons imaginer que, selon le contexte, le type de personnalité du patient, son degré d'information, de conscience, et selon le type de personnalité du soignant ainsi que son éthique, nous puissions concevoir un mouvement ou une alternance entre ces 3 types d'autorité. Un schéma résumé illustre ces déplacements entre puissance, pouvoir et domination.
Donc rapidement, donc le type d'autorité dévolue aux soignants. Donc l'autorité sapientale qui découle d'un savoir et d'une sagesse. L'autorité morale qui découle d'un pouvoir mais aussi d'humilité. Et l'autorité charismatique qui, elle, fait que le soignant est dominant, mais pas de façon toute puissante. C'est ce qu'on remarque donc dans le tableau de la page suivante. Donc la figure 3.3, capacité de gestion couplée à la question de l'autorité. Donc la puissance, elle découle d'un moi fort, assumé, d'une conscience de soi, qui donne une capacité à se gérer soi-même, avec estime de soi, présence à soi, intensité, capacité d'action. Ensuite, le pouvoir qui découle d'un moi fort et stable, avec capacité à se gérer soi et à gérer les autres, avec possibilité légale d'agir sur quelqu'un ou quelque chose. Leadership participatif. Et donc ce pouvoir découle d'un moi fort et stable. Ensuite, la domination qui provient d'un moi faible, hypertrophié, qui produit une influence déterminante sur l'autre, avec ascendance, hégémonie, supériorité, toute puissance, et ce qui donne le leadership autoritaire. Asseoir une autorité, prendre une telle place dans la société, peut représenter un risque certain pour nos patients. Nous connaissons toutes et tous des dérives chaque fois que la question du pouvoir et de l'autorité est présente. Afin de mieux percevoir les enjeux, nous proposons une distinction entre la puissance personnelle, le pouvoir et la domination ou ascendant. La puissance est la capacité de se gérer soi et nécessite une réelle présence à soi qui permet à l'individu d'initier et d'intensifier des actions concrètes. Le pouvoir équivaut à la capacité de se gérer soi et de gérer un groupe d'individus. Ce pouvoir est conféré par la loi de manière démocratique. Dans ce cas, le type de leadership est d'emblée participatif. Par contre, dans le cas de la domination, nous nous trouvons devant une personne qui veut exercer une influence déterminante sur d'autres en utilisant son ascendant, son hégémonie et sa toute-puissance. Dans ce cas, le leadership est autoritaire. Psychanalytiquement, un moi fort et assumé, avec une bonne conscience morale, se retrouve dans le cas de la puissance et du pouvoir, alors que, contrairement à ce que nous pourrions imaginer, le moi est faible, sinon hypertrophié, en cas de domination. Rappelons la phrase de Carl Gustav Jung, « Là où l'amour manque, le pouvoir occupe la place vacante. » 1.7. La question des priorités dans la prise en charge des patients. Lorsque nous réfléchissons à notre type de prise en charge des patients, il est intéressant de nous questionner sur notre mode d'entrée en relation avec eux. Que privilégions-nous ? Une approche paternaliste, autoritaire ou bon enfant ? Le patient a-t-il vraiment le droit à son opinion ? Peut-il participer à la co-construction du soin, aux réponses à apporter à son problème médical ou psychologique ? Avons-nous développé une autorité sapientale ou une autorité morale ? Nous en contenterions-nous du haut de notre savoir ? Serions-nous cantonnés dans un rôle charismatique ? Comment notre moi s'affirme-t-il en consultation ? Sommes-nous rigides ? À l'inverse de notre sens démocratique, notre sens du partage, de la collégialité, nos convictions sociopolitiques favorisant l'autogestion participative ne nous aveuglent-elles pas en laissant toute la place aux patients ? Point d'interrogation. Notre approche, centrée sur le patient, n'est-elle pas trop déplacée vers lui
au risque de ne pas être suffisamment entendus et écoutés en fonction de ce que nous percevons être une piste favorable ou défavorable pour le patient. Dans cette optique, nous vous proposons un schéma représentant les priorités du soignant médecin ou psychothérapeute et les priorités du patient. Notre opinion serait que les priorités évoluent en fonction du moment de l'entretien et de la prise en charge. Le contexte, le type de demande, la personnalité du patient, sa capacité de compréhension, son niveau intellectuel ou sa capacité de remise en question vont nettement influencer notre positionnement. Nous dirons donc que le type de priorité est à géométrie variable. Nous constatons qu'il peut y avoir une alternance de centration. Au début de l'entretien, le thérapeute est centré sur le patient. Et à la fin de l'entretien, le patient est centré sur le thérapeute. Nous reverrons ce schéma et ses alternances lors de la consultation structurée dans le chapitre 6 consacré à la relation thérapeutique en médecine. Voilà, et là je vais essayer de rendre compte de la figure 3.4, partage du temps et du pouvoir au sein d'une consultation de médecine versus glissement du pouvoir selon le style de consultation. Donc en abscisse de gauche à droite, on a le temps de consultation. Ce temps de consultation, c'est le dialogue, dialogos. Donc le temps de consultation, c'est le temps où on va parler. Ce temps où on va parler est divisé en 3 parties. La première centrée sur le patient, la deuxième alternance des centrations et la troisième centrée sur le thérapeute. En ordonnée, on a l'espace pour le patient. Donc, dans le dialogue, espace pour le patient, on a plainte, symptômes, vraie raison du contact, question, attente, espoir, croyance, peur, crainte, mouvement transférentiel, environnement familial, contexte professionnel. Donc dans cette première partie d'écoute centrée sur le patient, donc le patient apporte ses plaintes, ses symptômes, la vraie raison du contact, ses questions, ses attentes, ses espoirs, ses croyances, ses peurs, ses craintes, ses mouvements transférentiels, son environnement familial, son contexte professionnel. Et pendant ce temps-là, le thérapeute est dans l'écoute inconditionnelle et éventuellement dans le partage du savoir. Dans la deuxième partie de l'écoute, alternance des centrations, le patient donc évoque les problèmes connexes, les questions accessoires, le thérapeute veille au reflet de la compréhension du patient, de ce qui est dit. Ensuite, analyse, questions complémentaires, anamnèse dirigée, hypothèse diagnostique, résumé des questions, clarification, vérification, contrat thérapeutique. Donc ça, c'est dans la deuxième partie du dialogue. Dans la troisième partie du dialogue, donc recueil de l'information, anamnèse ouverte, philosophie du soin, croyance du soignant, style d'entretien, mouvement contre-transférentiel, reflet de la compréhension, préoccupation du soignant, recadrage, limites posées, réponse aux demandes, explication du diagnostic, plan de traitement. Bon, enfin, quand on n'a pas le schéma devant les yeux, c'est pas évident. Point 2. Éléments de construction du lien thérapeutique. Le jeune médecin promu et le psychothérapeute fraîchement accrédité débutent leur pratique avec plein d'enthousiasme ou plein de crainte.
mais en tout cas remplis de connaissances théoriques. Au fil des jours, ils vont rencontrer des questionnements cliniques, éthiques et psychosociaux. Mais quel que soit le patient, homme, femme, adolescente, jeune enfant, nourrisson, le médecin et le psychothérapeute sont face à lui, face à elle, et à son vécu intérieur. Mais en ont-ils conscience ? Quel impact peut avoir cette connaissance de soi ou de l'autre sur son patient ? Qui suivre ? Marguerite Yourcenar, qui nous partage que la connaissance de soi est une expérience essentielle. Ouvrez les guillemets. Le véritable lieu de croissance est celui où l'on a porté pour la première fois un coup d'œil intelligent sur soi-même. Fermez les guillemets. Donc ça, c'est ce que dit Marguerite Yourcenar. Le véritable lieu de croissance est celui où l'on a porté pour la première fois un coup d'œil intelligent sur soi-même. Et Anatole France qui lui dit, ouvrez les guillemets, je tiens la connaissance de soi comme une source de soucis, d'inquiétude et de tourments. Fermez les guillemets. Donc, qui suivre entre Anatole France et Marguerite Yourcenar ? Et pourquoi pas les deux, nous dit l'auteur Michel Delbrück, et pourquoi pas les deux en suivant la piste de Carl Gustav Jung qui dit, ouvrir les guillemets, ce qu'on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l'extérieur comme un destin. La construction du lien thérapeutique ne peut se réaliser qu'à travers deux étapes indispensables de la construction du moi, la connaissance de soi et la connaissance de l'autre. 2.1 La connaissance de soi. 2.1.1 La relation à soi. Comment se découvrir et maintenir un lien avec soi-même ? Devrait-on le découvrir par l'intermédiaire de ce que les autres nous renvoient de nous-mêmes ? Pouvons-nous accéder à ces deux niveaux de nous-mêmes, notre monde interne et notre monde externe ? La relation à soi se ferait-elle par la découverte de la part plus intime, plus secrète de ce que nous sommes vraiment ? Pour Madame Morel 5 mars, ne s'agit-il pas de dépasser l'envie de se fuir par peur de ce qui pourrait être découvert en faisant du bruit autour de soi ou en soi, de manière à rendre inaudible sa voix intérieure ? Donc Madame Morel pose la question. Ne s'agit-il pas de dépasser l'envie de se fuir par peur de ce qui pourrait être découvert, en faisant du bruit autour de soi ou en soi, de manière à rendre inaudible sa voix intérieure ? Ce lieu psychique s'appelle l'intime. Il abrite le noyau de vérité d'un être, sa part inépuisable, singulière et sensible, jamais définitivement arrêtée ni délimitée. Choisir l'intime, c'est faire le choix de la lucidité au prix de l'angoisse, avec la certitude d'y gagner une identité plus assurée, le sentiment d'être vraiment. Pourrons-nous avoir accès à ce noyau, à ce monde interne qui nous habite au plus profond de nous ? Là où siègent nos émotions, notre mémoire implicite, nos processus internes les plus enfouis ? Quant à ce monde externe, ce serait la manière dont nous nous exprimons, dont nous faisons connaître la densité de ce que nous vivons en nous-mêmes, et à ce qui n'est pas nous, donc à l'autre, Avons-nous conscience de ce qu'il y ait ou non congruence entre ce qui habite notre monde interne et la manière dont nous l'exprimons en termes d'émotion, d'expression, de mimique de notre visage, de nos mains, de nos gestes, de notre posture corporelle ? Pouvons-nous avoir accès de façon nuancée et suffisamment élaborée
à ce que nous transmettons dans notre extériorité de ce que nous sommes au niveau de notre monde interne? Pierre occupe un poste important dans une entreprise. Des restructurations dans l'usine, une remise en question dans le couple et une insatisfaction à propos de l'inhumanité de son travail l'amènent à me consulter. Homme courageux, il se remet en question et avance pas à pas. À chaque fois qu'il touche un point sensible, un très léger rictus de type moquerie de soi ou de l'autre apparaît sur son visage. Que se passe-t-il au plus profond de lui et de moi? Sommes-nous chacun, pour nous-mêmes, capables de différencier notre monde interne et notre monde externe? Où va se situer l'interface entre nos deux mondes? Notre construction psychique, faite pas à pas pendant notre petite enfance, notre enfance et notre adolescence, nous a-t-elle permis d'en avoir conscience et d'y avoir accès? Nous a-t-elle permis de pouvoir oser l'exprimer, peut-être tout d'abord à l'autre, et ensuite à nous-mêmes? Comme soignants, comment pourrions-nous y accéder? Donc je reprends cette phrase avec la parenthèse que je n'ai pas lue. Notre construction psychique, faite pas à pas pendant notre petite enfance, notre enfance et notre adolescence, nous a-t-elle permis d'en avoir conscience et d'y avoir accès? Nous a-t-elle permis de pouvoir oser l'exprimer, peut-être tout d'abord à l'autre, entre parenthèses, la mère, le père, les premières figures d'attachement, fermez la parenthèse, et ensuite à nous-mêmes? Comme soignants, comment pourrions-nous y accéder? Avant même d'être confronté au désir de l'autre, de celui du patient, le soignant devrait avoir eu l'occasion de se centrer sur lui. Robert Hobson, cité par Paul Montan-Gérard, nous parle de ce soi-même dont le noyau est la solitude, de ce soi-même qu'on doit pouvoir aimer avant de pouvoir aimer les autres. La formation du soignant devrait également mettre l'accent sur l'acquisition de deux compétences cruciales: le savoir écouter, la possibilité de penser par soi-même. Comme Edmund Husserl le disait au XIXe siècle, il s'agit de savoir si j'existe et comment j'existe. L'acquisition de l'identité personnelle reste essentielle dans notre rapport à l'autre et apparaît au centre de la relation, notamment de la relation thérapeutique. Le médecin, le soignant, s'imagine souvent que son interlocuteur s'entretient avec lui, alors que tout au fond, son patient n'est pas réellement avec lui. Parfois même, le patient n'a pas la conscience d'exister vraiment, ou son soignant n'existe que sous certaines conditions. Ce doute sur son existence et ses conditions inconscientes complexifie la relation thérapeutique. Ce type de relation, Balin va les appeler des relations pseudo-duelles. L'incompréhension est de mise lorsque nous oublions le patient ou nous sommes oubliés par le patient. Il nous prend pour un ou pour une autre. Nous existons alors comme objet partiel et il ne nous prend inconsciemment en considération que si nous lui apportons calme, sérénité, empathie, cocooning, etc. Dès que ces ingrédients ne sont plus en quantité suffisante, alors que la qualité de nos soins reste identique, nous sommes vécus comme mauvais objets, relégués à la place de la mauvaise mère ou du mauvais père. En quelque sorte, le patient nous oublie. Il reste essentiel que nous ayons la capacité d'envisager que cet oubli de son soignant, le patient, lui, puisse le percevoir comme un abandon, une trahison, une vexation, amenant irritation, colère, indifférence et rejet du soignant, même si cela n'est pas l'exacte vérité ou ne correspond pas à l'idée que s'en fait le soignant. D'autres patients Alzheimer, schizophrènes ou déments, oublient qui ils sont et qui nous sommes. Dans ces situations cliniques,
le soignant s'oublie au profit de son client afin de contenir ses affects, ses déceptions, sa colère. Il oublie son ego et se recentre sur son soi profond. Le thérapeute oublie le temps, oublie ses préoccupations, oublie ses contraintes, oublie ses obligations, oublie son rythme intérieur, oublie son impatience pour le patient et forcément ses convictions, ses croyances, pour laisser émerger celles du patient en face de lui. A contrario, le soignant est prié d'être renvoyé à lui si l'autre s'oublie. Donc, a contrario, le soignant est prié d'être renvoyé à lui si l'autre s'oublie. Le thérapeute s'oublie à lui-même pour ne pas que le patient s'oublie à lui-même. Donc, en fait, le thérapeute, il laisse toute la place au patient pour que le patient puisse se découvrir. 2.1.2 Dans la relation à moi, il y a la relation à mon corps. Le corps est le soubassement du psychisme, nous apprenait Mahmoud Samih-Ali. Être soignant consiste à être en relation avec ses sensations corporelles reliées à son propre vécu émotionnel. Être capable de percevoir mes contractures musculaires, les crispations de mon estomac, le durcissement de mes muscles masséters, la fermeture de ma bouche et le resserrement de mes mandibules va m'aider à contacter qui je suis et comment je suis juste ici, en face de mon patient. Cet entraînement à percevoir ce qui se passe en moi sur le plan corporel et à quelles émotions ces micro-signes corporels sont reliés, le psychothérapeute en a plus l'habitude. Même si l'enseignement classique du médecin ne s'attarde guère à cette dimension, il importera au praticien de prendre conscience de l'impact de sa science sur son patient, d'en mesurer les enjeux, de se former à la relation, de s'y atteler afin que sa médecine reste un art de guérir. Nous verrons plus loin combien cela pourrait l'aider dans sa compréhension et dans l'aide qu'il pourra apporter à son patient. Cette terre riche, un certain nombre d'hommes et de femmes peuvent vraiment y avoir accès, au prix d'une sécurité intérieure, d'un espace-temps, d'une acceptation par un, en capital, par un autre qui nous accepte tels que nous sommes aux deux niveaux. Il s'agit donc pour le soignant d'avoir eu l'expérience intérieure répétée, d'être vraiment entendu, écouté, accepté au point d'avoir envie de l'offrir à l'autre souffrant ou aimant. Au point d'avoir envie de l'offrir à l'autre qui est ou souffrant ou aimant. 2.2 La connaissance de l'autre. 2.2.1 Parlons de la relation à l'autre. Une de nos fonctions de soignant sera de permettre à nos patients cet accès à ce qu'ils sont réellement. Lorsque nous rencontrons un patient, nous nous rendons compte à quel point de nombreux obstacles ont jonché et jonchent encore le chemin de l'accès à la conscience de son monde interne. Nous allons entendre, percevoir, deviner l'innommable que nous entrevoyons chez notre patient à travers ses gestes, postures et mouvements. Il va commencer par la plainte, première étape de la maladie. Dit Balin. Donc Balin, il dit que le patient, il va commencer par la plainte, qui est la première étape de la maladie. Ensuite, il viendra déposer le plus souvent son hypertension, ses spasmes coliques, ses gastralgies, son psoriasis, son angoisse, sa colère ou ses pleurs. Quel monde interne se cache derrière ce syndrome dépressif? D'où lui viennent donc ces idées suicidaires? Mais encore faudrait-il que le soignant ait eu connaissance de ces mondes personnels intérieurs et extérieurs déjà en lui-même. Beaucoup de patients et un certain nombre de soignants n'ont pas eu suffisamment accès ou n'ont pas du tout accès à ce niveau d'eux-mêmes.
comment pourraient-ils percevoir alors ce niveau chez leurs patients? Cette intimité de soi ne peut se dire, s'exprimer qu'avec un soignant capable de percevoir et de partager ce qui peut éclore comme du plus enfoui de soi. On voit donc qu'à ce point de rencontre avec l'autre, à ce point naît l'intersubjectivité. Ce dévoilement de soi nécessite l'assurance de n'être ni jugé ni moqué par l'autre, car se dire à l'autre implique de laisser paraître sa vulnérabilité, qu'il s'agisse de son corps, de son sexe ou de son âme. Et pour ce faire, le patient aura besoin d'accueil, de sécurité et de constance dans le lien avec son soignant. Le patient ne saura s'il a eu raison de faire confiance dans son dévoilement que si le lien qu'il a avec son soignant se maintient et s'approfondit au fil du temps. Qu'arrive-t-il dans une relation quand l'un des deux s'oublie? Qu'arrive-t-il quand l'autre nous oublie? Lorsque l'autre est fatigué, désespéré, parle une autre langue, vit une autre culture, ne possède pas le même niveau intellectuel. La rencontre est-elle possible? Sera-t-elle en ce cas exceptionnelle? Nous nous retrouvons parfois, en médecine ou en thérapie, dans la posture de celui qui s'adresse à un étranger. Retrouver ce qu'il y a d'étrange ou d'étranger en nous permet cette étape essentielle du travail identitaire de construction ou de reconstruction du moi. Comme nous disait une patiente, j'ai peine à écouter le sanglot qui vient de mon ventre, cette zone de désert, de décrochage et de régression. Si je ne peux être centré et attentif, elle ne pourra laisser émerger cette part étrange d'elle-même. Nous voyons ici combien la dite neutralité bienveillante, la suffisante bonne distance, la zone de transition, l'espace transitionnel reste capital afin qu'émerge, à soi, le non nommé, le non structuré, le non élaboré, le refoulé. 2.2.2 Paradoxe de ce dialogos. Donc paradoxe de ce dialogue. Je suis parce que je suis, et j'existe par le regard de l'autre. L'autre ne m'aliène pas, il m'aide à me révéler à moi-même. Parti pris philosophique autre que celui de l'aliénation. À la fois se centrer sur ses propres ressentis, donc être présent à soi, ne pas s'oublier, et en être suffisamment conscient que, pour ne pas les évacuer et même décider d'en utiliser une part au service du patient, et non pour nous satisfaire ou nous décharger, il y a une faute dans cette phrase. À la fois se centrer sur ses propres ressentis, donc être présent à soi, ne pas s'oublier, et en être suffisamment conscient pour ne pas les évacuer et même décider d'en utiliser une part au service du patient, et non pour nous satisfaire ou nous décharger. Subtil mélange. Ces petites phrases spontanées que nous lâchons et qui apparemment n'ont pas l'air d'avoir du sens, sont parfois plus porteuses de sens que l'on croit. La faculté de rester pleinement en présence de l'autre et la qualité d'écoute d'aujourd'hui peut avoir une fonction réparatrice par rapport à un passé ou un ailleurs. Être à soi permet à l'autre d'être à lui. Être à soi permet à l'autre d'être à lui. Au sein de la consultation, plusieurs mouvements, tant de la part du patient que de la part du médecin, peuvent se manifester. De la position schizoïde de repli de soi vers la position hystérique qui envahit l'autre. De « tu m'envahis » à « je ne suis pas intéressé par toi » ou « j'ai peur de toi et je me défends », entre parenthèses position plus paranoïde, ou encore « je te mangerai bien, j'ai faim de toi », « je te prends et je t'utilise à ma guise », versus
tu me plais et je te veux à moi. Donc au sein de la consultation, plusieurs mouvements, tant de la part du patient que de la part du médecin, peuvent se manifester. De la position schizoïde de repli de soi vers la position hystérique qui envahit l'autre. Donc la position schizoïde, elle tend à dire « tu m'envahis, je ne suis pas intéressé par toi, j'ai peur de toi, je me défends ». À la position hystérique qui dit « je te mangerai bien, j'ai faim de toi, je te prends et je t'utilise à ma guise, tu me plais et je te veux à moi ». Ces mouvements ou ces affects sont souvent non exprimés, mais bien présents dans la relation thérapeutique. L'alchimie de la rencontre consiste à perdre l'illusion que l'autre, notamment dans le cadre de l'état amoureux, va combler le manque inhérent à notre condition humaine. Quel que soit notre type de pratique, médecin généraliste, médecin spécialiste, paramédical, psychothérapeute, psychanalyste, nous sommes confrontés à cette quête incessante avec plus ou moins de bonheur ou de conscience de la part de nous-mêmes et de celle de nos patients. Dans la plupart des cas, cette découverte est rendue pénible dès notre plus jeune âge ou dès notre premier chagrin d'amour. Pour d'autres patients, il restera intolérable de pouvoir l'envisager. Ces patients n'en ont pas la moindre idée et ne peuvent matériellement ou psychiquement y accéder. Nous allons devenir pour des années, dans le transfert, porteurs de l'injustice du monde, du symbole de l'inégalité des classes, réduits aux distributeurs de bons médicaments, soulageant la douleur physique ou psychique, ou d'autres maux passagers ou chroniques, à jamais inguérissables. Et pourtant, là se cristallise notre fonction, car tel a été notre désir de soignant, du moins à une époque. Par ailleurs, nous gardons le droit à notre non-désir de soigner ou de ne plus soigner. L'espace entre une bonne fonction et mission apostolique, à l'écoute de l'autre, et une capacité de centration et de respect de soi à travers la tourmente psychique de certaines de nos consultations, nous permettra de maintenir la bonne assiette de la barque, de garder le cap afin d'éviter la fatigue, le découragement et l'épuisement professionnel. L'oubli de soi va de pair avec le respect de soi. La perte de l'ego nécessite de garder sa consistance. Donc l'oubli de soi va de pair avec le respect de soi. La perte de l'ego nécessite de garder sa consistance. L'abnégation de soi et l'oubli de sa toute-puissance se forgent dans la présence à soi. L'acceptation du désir de l'autre s'arrête aux limites de notre non-désir. 2.3 La place du visage et du regard. 2.3.1 Le visage et le regard. Pour Emmanuel Lévinas, ouvrez les guillemets, l'accès au visage est d'emblée éthique. C'est quand vous voyez un nez, des yeux, un front, un menton, et que vous pouvez les décrire, que vous vous tournez vers autrui comme vers un objet, Donc c'est quand vous voyez un nez, des yeux, un front, un menton, et que vous pouvez les décrire, que vous vous tournez vers autrui comme vers un objet. Le meilleur moyen de ne pas connaître autrui est de ne pas connaître la couleur de ses yeux. Bien sûr, la relation sociale peut être dominée par la perception, mais ce qui est spécifique au visage, c'est la droiture, son exposition droite, sans défense. Point fermer les guillemets. Ouvrir les guillemets à nouveau. La peau du visage est celle qui reste la plus nue, la plus dénuée. La plus nue, bien que d'une nudité décente. Il y a dans le regard du visage une pauvreté essentielle que l'on essaie de cacher. La preuve en est qu'on essaie de masquer cette pauvreté en se donnant une contenance, en prenant des choses ou en se masquant. C'est cela qui apparaît quand on aborde autrui.
le visage est exposé, menacé, comme nous invitant à un acte de violence. En même temps, le visage est ce qui nous interdit de tuer. Fermez les guillemets. Ouvrir les guillemets à nouveau. L'image de soi est structurellement une image de soi vue par l'autre. Je n'existe que si tu me vois. Fermez les guillemets. L'officier qui commande le peloton d'exécution bande les yeux de celui qui va être fusillé. Le résistant refuse et regarde ses meurtriers bien en face. Regardons-nous encore le patient. Actuellement, les consultations se font parfois sans que le patient soit vu, regardé, sinon entrevu derrière des plaques, des miroirs, des vitres, des instruments vidéo, des caméras miniaturisées ou non. Demain et déjà aujourd'hui, les patients consultent sur Internet ou à travers leur webcam. Pour tel forfait, vous avez droit à X consultations sur Internet. 5 prises de tension et 12 boîtes d'antidépresseurs. La médecine en quitte. À cause d'une suspicion d'angor pectoris, voici que vous pédalez à moitié nu sur votre bicyclette ergométrique, alors que la moitié du service passe sans vous voir. L'absence de discrétion est non seulement une atteinte à votre intégrité physique et psychique, mais rend compte de votre inexistence aux yeux des autres. Vos seins dénudés n'intéressent même plus personne. Aucun regard ne sera discrètement porté sur eux. Lorsque nous abordons quelqu'un, nous sommes exposés à son visage et nous exposons le nôtre. Nous pouvons nous détourner et jeter la pièce de 2 € sans regarder le démuni ou déposer les quelques cents en prenant contact quelques instants avec lui. Quel visage lui offre-t-on, ouvert ou fermé ? 2.3.2 L'éthique de la relation de soins passe par la reconnaissance du visage de l'autre. Le médecin a-t-il des égards pour le visage d'autrui ? L'éthique de la relation de soins passe par la reconnaissance du visage de l'autre, qui va inciter à appréhender l'autre dans sa globalité, et non en termes d'objets partiels que serait sa vésicule, son entorse, ses affects, son psychisme, son cancer. Si je le regarde, si je vois ses yeux, si je croise son regard et le soutiens, je suis obligé de le considérer dans sa globalité d'être humain, ou alors je joue un jeu. Je me mens et je lui mens. Oui, c'est possible et malheureusement fréquent. Mais alors, où va-t-on ? Regarder l'autre, dira Lévinas, c'est ce qui nous empêche de le tuer. Il y a donc meurtre lorsque le visage n'est pas signifié. Souvenons-nous de certains couples, de certains enfants qui ne sont pas ou à peine regardés dans leur famille. Le visage est la condition de tout discours. Lévinas ajoute : le visage, c'est le rapport éthique, c'est ce qu'on ne peut pas tuer ou ce qu'on peut tuer. On peut tuer autrui, mais dans ce cas, le visage n'a pas été vu, ou du moins n'a pas été signifié. Il y a comme un commandement dans l'apparition du visage. Tu ne tueras point, c'est un ordre. Exposer son visage à l'autre, c'est exposer son dénuement, c'est s'exposer à l'agression possible de l'autre. Dans le harcèlement moral, l'acte le plus violent est de ne poser aucun regard sur l'autre, de ne pas le regarder. Ne pas lui parler rend compte d'une extrême cruauté. Combien de soignants ou d'interlocuteurs vous regardent-ils vraiment lorsque vous interagissez avec eux ? Regard fuyant, évitant, de biais, mains retenues, crispées, sinon moites ou sèches, et arides comme ses yeux qui voient sans regarder, ses oreilles qui entendent sans écouter, ou ses gestes posés distraitement. Votre regard accompagne-t-il votre geste, ou est-il séparé de lui ? Pensez-vous réellement l'autre en le regardant ? La main qui pense
accompagne-t-elle le regard de celui qui est pansé? Lorsqu'elle s'est coupé les veines, le docteur qui l'a recousu a-t-il posé son regard au fond de ses yeux? Le courage du résistant est de refuser de porter le bandeau afin que son bourreau puisse croiser son regard. Mais généralement, le bourreau préférera mettre un sac sur la tête du condamné et le soignant se protégera par son indifférence, sa fatigue, son ras-le-bol ou son burn-out. 2.3.3 Le visage rend possible le discours. Quand on connaît la couleur des yeux de l'autre, il devient quelqu'un à nos yeux. Donc il devient quelqu'un au nôtre. Quand on connaît la couleur des yeux de l'autre, il devient quelqu'un au nôtre. Son visage parle, rend possible le discours et nous fait accéder à son être proprement dit. Le visage donne accès à autre chose qu'à son curriculum vitae, qu'à sa profession, son statut social, ses avoirs, etc. L'exposition du visage va donner une signification bien au-delà du contexte social dans lequel nous rencontrons l'autre. Si nous le regardons vraiment, si nous entrons réellement en contact avec lui, dans le cadre de la consultation, qu'il soit président, directeur général ou sans papier, ce qu'il va nous dire va d'emblée le distinguer. Montrer son visage, c'est dire moi, c'est moi. Pour Lévinas, lorsque le visage n'est pas vu, il ne peut pas devenir un contenu que votre pensée a embrassé. Il est incontenable. L'autre n'a, en ce cas, pas d'accès à l'être. Il n'a accès qu'au savoir, c'est-à-dire aux informations qu'il veut bien nous donner. 2.3.4 Après vous, monsieur. Lévinas, encore, ouvrez les guillemets, le fait que le visage parle est la condition de tout discours et le dire doit comporter le dit. Distinguer le dire et le dit est une nécessité qui impose une société avec des lois, une institution. Dire quel que soit le dit. Le dire est une manière de saluer autrui. Quand on dit quelque chose, c'est qu'on a rencontré quelqu'un. Le fondement éthique du dire est essentiel dans nos civilisations. Fermez les guillemets. Les bonjour madame entre guillemets, bonjour monsieur entre guillemets, après vous monsieur entre guillemets, restent impératifs dans la relation de soins. Le soignant fatigué va-t-il encore dire bonjour, parler de la pluie et du beau temps, donner ce que l'analyse transactionnelle appelle des caresses positives? Bonjour facteur, beau temps aujourd'hui. Que va-t-il se passer si demain et les autres jours, lorsque vous rencontrerez votre facteur, vous ne lui adressez plus ce genre de propos? Aurons-nous encore du temps pour la parlotte? Pourrons-nous encore parler pour ne rien dire, c'est-à-dire pour dire beaucoup de choses, et notamment tu existes, je te reconnais, je prends le temps de te voir, de te regarder et d'échanger quelques mots avec toi. Certains de mes patients m'ont parlé de médecins qui les reçoivent debout. Il n'y a d'ailleurs pas de chaise mise à leur disposition. La consultation dure quelques minutes, montre en main. Ouvrir les guillemets, docteur, je n'ai même pas dû me déshabiller, il a tout vu dans la machine. Fermez les guillemets. Comment voulez-vous que ce médecin soit heureux? Il a perdu son âme. Bientôt, il perdra ses sous, si ce n'est déjà fait. 2.4 L'empathie, la compassion et les neurosciences. La place de l'autre, ici du soignant, s'avère-t-elle indispensable à la prise en charge du patient? La machine, les hautes technologies, ne suffiraient-elles pas à soigner au mieux ce malade? Y a-t-il nécessité de prévoir du personnel soignant pour accompagner ces personnes souffrantes? Quelques découvertes scientifiques récentes pourraient illustrer ce propos. La compréhension du comportement d'autrui passe-t-elle par le reflet de ce comportement
dans l'activité cérébrale de l'observateur, du médecin, point d'interrogation. Comment l'individu distingue-t-il alors son comportement du reflet de celui d'autrui? Donc comment l'individu distingue-t-il alors son comportement du reflet de celui d'autrui? Comment expliquer la différence subjective évidente pour la plupart d'entre nous entre j'agis et il agit? Point d'interrogation. Donc la compréhension du comportement d'autrui passe-t-elle par le reflet de ce comportement dans l'activité cérébrale de l'observateur, du médecin? Comment l'individu distingue-t-il alors son comportement du reflet de celui d'autrui? Comment expliquer la différence subjective évidente pour la plupart d'entre nous entre j'agis et il agit? Ces questions, soulevées par Jean Dessetti, directeur de recherche à l'Université de Seattle, dérivent de la découverte des neurones miroirs. En effet, grâce aux expériences réalisées au départ sur les singes macaques et ensuite démontrées grâce aux techniques d'imagerie cérébrale, il a été prouvé que les mêmes zones du cerveau s'activaient pour exécuter réellement une action et pour l'imaginer mentalement. Comme chez le macaque, la même zone cérébrale s'active lorsqu'une personne exécute un mouvement ou observe quelqu'un le faisant sous ses yeux. Shirley Fecteau de Montréal a montré que le mécanisme des neurones miroirs est actif dans le cerveau immature des petits-enfants et que les réseaux de neurones miroirs continuent à se développer dans les stades ultérieurs de l'enfance. Ces neurones miroirs, qui sont un mécanisme de projection de la description d'une action depuis les aires visuelles complexes vers les aires motrices du cerveau, seraient considérablement plus élevés chez les adultes. L'imitation, déjà appelée mimésis par Platon, est capitale pour l'apprentissage, le langage, mais également pour l'empathie. Le mot est lâché. Récemment, des chercheurs ont démontré que les neurones miroirs étaient également actifs dans cette fonction d'empathie, c'est-à-dire dans la faculté de ressentir la même sensation, la même émotion ou le même sentiment qu'une autre personne. Nous pouvons concevoir un gigantesque pont entre les sciences expérimentales et les sciences humaines. Les chercheurs ont montré que les comportements d'imitation étaient employés pour comprendre les intentions et les buts de l'autre, plutôt que pour imiter ce qu'il faisait concrètement. Un chercheur français, René Girard, émet l'hypothèse que l'imitation n'a pas trait aux phénomènes extérieurs, mais au désir, et qu'elle est source notamment d'empathie et de conformisme, mais aussi de rivalité. Ces nouvelles découvertes sont essentielles à la poursuite de notre approche de l'individu et auront des implications concrètes dans la prise en charge de nos patients. La présence même du médecin auprès du patient, son implication dans sa relation interpersonnelle, prend encore plus de sens depuis ces découvertes. Les notions de cadre, de transfert et de contre-transfert au sein de la relation thérapeutique ne peuvent plus être ignorées. Chez les macaques, l'imitation ne les pousse pas à se bagarrer à mort pour de la nourriture, car il existe des freins instinctifs à la violence. Il n'en est pas de même chez l'homme. Des chercheurs canadiens ont fait ressortir incidemment que les neurones miroirs des femmes s'activaient plus que ceux des hommes, et que le système était plus sensible lorsque la personne observée était différente de soi. Les sujets les moins disposés à l'empathie, comme les autistes, présentent un déficit en neurones miroirs, ce qui les empêche de se mettre dans la situation de l'autre. L'expérience tactile des autres, si importante dans le maternage, pourrait passer par la stimulation intégrée, c'est-à-dire par l'activation déclenchée de façon externe des mêmes réseaux neuronaux qui président à nos sensations tactiles. Un mécanisme similaire étaye notre expérience des sensations pénibles des autres. Un fondement scientifique donnerait raison au holding, au handling et au caring des post-kleiniens,
ce que nous retrouvons dans la prise en charge de nos patients cancéreux en phase terminale ou chez nos patients déments, perdus, que seul le toucher va rassurer. D'autres recherches plus récentes ont affiné les concepts de contagion émotionnelle, d'empathie et de motivation altruiste. Jean Dessetti, en 2011, minimise le rôle des neurones miroirs au profit des neurones VEN. Nous développons ces concepts au chapitre 4, page 105. Toutes ces découvertes scientifiques nous amèneraient à redevenir plus humains. Nous, soignants de première ligne, nous savons depuis toujours l'importance capitale de l'accompagnement, de la présence constante du soignant au fil du temps, de l'importance du toucher réconfortant, calmant, chez nos patients en détresse, en grande souffrance ou en fin de vie. Et donc le chapitre 3 sur la relation de soins se termine avec quelques réflexions philosophiques sur la relation à l'autre. Alors avec Malherbe qui dit « Je suis enfermé dans ma subjectivité », avec Sartre qui dit « L'enfer c'est les autres », et avec Teilhard de Chardin qui dit que la complexification croissante et convergence des relations vraies vers un point oméga. Donc il y a une complexification croissante et une convergence des relations vraies vers un point oméga. Fin de la lecture du chapitre 3, la relation de soins, du livre de Michel Delbrück, la relation thérapeutique en médecine et en psychothérapie, Carrefour des psychothérapies, édition de Bock.